Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre programme spécial La Note explicative. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Herman Kamonomono, directeur général de l'ASNI, Société nationale immobilière. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon des réalisations enregistrées ces dernières années au sein de la structure dont il a la charge. Il sera également question de présenter les perspectives. Je suis Greta Matanga. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Radio Gabon. Merci. Alors, en 2009, l'on estimait à 200 000 le déficit en logement au Gabon. Pensez-vous avoir réduit ce nombre? Absolument. Toute avancée, toute réalisation est une réduction immédiate de ce chiffre. Étant donné que nous avons eu un certain nombre de réalisations, notamment dans la construction de logements et l'aménagement de parcelles, on peut dire que ce chiffre a finalement été réduit. De plein pied dans le bilan, si l'on vous demandait de le faire dans votre secteur d'activité, quelles sont les actions engagées? Alors, je vais parler spécialement de l'ASNI, mais s'il fallait parler de l'habitat en général, je pense que le ministère de tutelle, donc notre ministère, a engagé un certain nombre d'actions, notamment sur un plan réglementaire, pour ramener le secteur vers une situation où les politiques sont clairement définies et le jeu des acteurs clairement planifié. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais pour ce qui est de la SNI, je dirais qu'en termes de réalisation, pour ce qui nous a été confié comme mission, il y a eu d'importantes avancées, notamment dans la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes. Je vais parler de Nicolas Crossroads, je vais parler des Parassoliers, je vais parler de l'aménagement de lotissement de Mangumba, je vais parler du PAP 1 et du PAP 2, je vais parler des différentes actions qui ont été menées, notamment dans l'adduction, l'effort d'adduction en eau sur des sites qui autrefois n'étaient pas pourvus en eau et électricité. Nous avons fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui y vivent soient donc pourvus de ces commodités de base. Ce sont tout autant d'importantes réalisations et elles ne sont pas les seules. Je pourrais en donner un peu plus au cours de nos échanges. D'accord, monsieur le directeur général, 3808 logements destinés sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui justifie que ce programme ait connu un arrêt à un moment donné? La question, elle est vaste, mais je vais la simplifier. Ce qui explique l'arrêt donc du programme 3808 logements, c'est plusieurs facteurs. Le premier facteur que j'aime souvent citer, c'est celui de n'avoir pas pris le temps de mettre en œuvre les prérequis. Lorsqu'on lance des chantiers d'une telle importance, il faut d'abord qu'un certain nombre de prérequis soient fixés avant de se lancer. Il y a eu donc aussi, et dans un aspect purement financier, la structuration du financement qui a servi donc à accompagner cet ambitieux programme était, à mon avis, et c'est mon avis, difficilement tenable par la Société nationale immobilière. Nous avons emprunté à la BGFI une somme de 100 milliards remboursable sur 3 ans avec un différé de 2 ans. Il est difficile de construire en un an. D'abord, il est difficile de construire, d'aménager en un an, de construire en un an et de vendre en un an, le tout en remboursant la dette. C'est presque impossible, je dirais, parce que
lorsqu'on engage des constructions d'une telle envergure, il faut que la capacité d'absorption du marché de ces biens immobiliers soit présente. Mais dans le cas des ventes qui ont été réalisées à cette période, nous nous sommes rendus compte que le rapport prix et offre était, on va dire, un peu déséquilibré. Parce que il faut comprendre, et ça, j'aime souvent revenir sur cet aspect, il y a une forte demande en logement, certes, mais la demande solvable, elle n'est pas aussi importante que la demande elle-même. Je veux dire par demande solvable ici, la frange de la population qui a les capacités et qui a le profil requis pour obtenir un financement d'une banque ou d'une institution financière de la place. Et donc, sur un plan purement financier, il y a eu donc ce chevauchement entre situations. Sur un plan purement technique, il y a eu ce que moi j'ai appelé la mentalité du secteur de l'habitat et surtout de la construction. Je pense que lorsqu'on lançait les grands chantiers, notre secteur de l'habitat était quelque peu habitué à un certain laxisme. Le secteur de la construction, les entreprises étaient très laxistes. Il faut le dire, parce que il faut que les entreprises aussi assument leur part de responsabilité dans la mise en œuvre. Lorsqu'on donne de l'argent à une entreprise, c'est pour qu'elle livre un projet dans le temps. C'est pas pour démobiliser lorsque les chantiers sont lancés. Le phénomène de la surfacturation aussi peut être un frein que nous avons observé avec un certain nombre d'entreprises. Et la faiblesse du suivi et du contrôle. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe direct ou indirectement à la CENI. Mais à un moment donné, il a fallu que nous soyons beaucoup plus durs dans le contrôle et beaucoup plus assidus dans le suivi. C'est ce qui n'a pas forcément été le cas. Mais en gros, on peut dire que le tout n'était pas de mobiliser les fonds pour construire, mais il fallait aussi créer des facilités pour les acquéreurs. Parce que il faut créer un vase communicant entre l'offre en logement et la demande en logement. Donc il faut créer des mécanismes de financement de l'offre et des mécanismes de financement de la demande. La demande ici, c'est le client. Et lorsqu'on parle du client, on peut aussi parler du Gabonais lambda, c'est-à-dire le Gabonais qui est un fonctionnaire moyen, un fonctionnaire A1, peut-être professeur d'université ou médecin, mais qui, de par son salaire, n'arrive pas à se loger convenablement parce que simplement lorsqu'il va dans une banque de la place, la banque ne lui accorde pas le crédit alors qu'il est un haut fonctionnaire. Là, il y a un certain nombre d'aspects qu'il va falloir ajuster sur un plan purement d'accompagnement de la demande parce qu'il faut qu'on rende nos compatriotes plus capables d'acquérir des logements par des mécanismes de financement, d'obtention de crédit immobilier. Parce qu'il faut dire que au Gabon, actuellement, il n'existe pas, presque pas, de crédit immobilier adapté à la consommation. On a beaucoup de clients qui obtiennent des crédits, mais ce sont des crédits de courte durée, qui ne sont pas forcément adaptés à l'acquisition d'un bien immobilier qui, en général, et c'est la pratique dans d'autres pays, sur d'autres cieux, on accorde un temps au client pour qu'il puisse réduire ses mensualités. Et donc, sur un plan purement financier, lorsqu'il faut déterminer son éligibilité à l'obtention d'un crédit, il faut que sa quotité soit capable donc de le qualifier pour ça. C'est ce qui n'est forcément pas le cas, et c'est ce qui fait que
C'est ce qui a fait que les ventes n'ont pas été aussi rapides que les constructions qui se faisaient. Monsieur le directeur général, vous avez lancé à un moment donné des ventes en l'état, puis stoppé. Pour quelles raisons? Nous avons lancé les ventes en l'état parce que nous estimions que c'était une opportunité pour nos compatriotes de devenir propriétaires. L'objectif, il était inconcevable que l'on puisse dire que l'État n'a pas fait grand-chose, alors que nous avons, en sortie de terre, je ne parle pas de livrer, mais sortie de terre, nous avons des milliers de logements sortis de terre. Et ça, c'est quelque chose. Nous avons, en termes, si on devait commercialiser, si c'était un programme de commercialisation, de construction et de vente de logements semi-achevés, on aurait atteint notre objectif dès le départ. Et comme les logements devaient être livrés, on a pensé qu'il n'y avait pas eu une avancée dans ce sens-là. Si on va sur toutes nos cités, vous verrez que les logements sont sortis de terre. Beaucoup de logements ont été tollés, d'autres ont été... il y a eu même des finitions qui ont été faites, elles n'ont simplement pas été livrées. Donc, il ne fallait pas qu'on laisse dépérir ce patrimoine. C'était des réalisations qu'il fallait valoriser. Et la meilleure façon de valoriser ces réalisations, c'était d'arrêter de stigmatiser le fait que les constructions ne soient pas arrivées à terme, parce que même au niveau de finition où on était, un Gabonais pouvait les acquérir, en devenir propriétaire, réaliser des travaux de finition et finalement donc jouir de la capacité, de la possibilité d'élever sa famille dignement dans un cadre aménagé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé donc les cessions en l'état. Sur un plan purement financier, et là c'est dans les projections de l'entreprise, ça nous permettait, nous, SNI, de pouvoir réduire notre dette à l'endroit de nos clients qui avaient versé des sommes et qui n'avaient pas vu les biens leur être livrés. Donc, en acceptant d'acquérir ces logements en l'état, nos compatriotes réduisaient en même temps la dette que la SNI avait à leur endroit. Donc, nous sommes passés d'une dette de 7 milliards à une dette de 1,5 milliard, ce qui nous a permis de résister, de tenir donc face à cet orage qui se profilait à l'horizon et qui menaçait donc de déstabiliser le fondement de l'entreprise. Nous avons pu, grâce à ce mécanisme, résister et nous avons en même temps contribué à matérialiser une promesse du chef de l'État qui était de s'assurer que les Gabonais deviennent propriétaires. Donc nous avons fait d'une pierre deux coups. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur les ventes en l'état. Pourquoi elles se sont arrêtées? Elles se sont arrêtées simplement parce que nous sommes passés à la seconde phase. Nous avons jugé qu'il était tout autant opportun après avoir vendu en l'état. Parce qu'il faut dire aussi, les ventes en l'état ont été principalement faites à l'endroit et au bénéfice de ceux-là qui avaient réservé les logements. Mais tous les logements n'étaient pas réservés. Donc, il y a certes les logements qui sont restés sans réservataire. Ce sont ceux-là que nous avons aujourd'hui repris et que nous sommes en train, de finaliser, donc de faire des finitions et de les livrer clé en main, c'est-à-dire des logements achevés. Ici aussi, c'est une autre façon pour nous de continuer à mettre en valeur ces logements que beaucoup qualifiaient de logements abandonnés ou de cités abandonnées, pour accélérer la transformation de ces espaces de vie tels que prévus dès le départ. Monsieur le directeur général, les résidences de l'Ikwala, les Parasolés d'Akonda, combien d'appartements au total? Environ 200. Est-ce suffisant pour loger le plus grand nombre? C'est pas suffisant, mais c'est une avancée considérable. Comme je vous l'ai dit dès le départ, la moindre avancée est à saluer, parce que nous sommes dans un secteur qui est, on va dire, sinistré. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est un secteur qui est quelque peu sinistré. Et la moindre réalisation revient à être saluée. Posez-vous souvent la question,
pourquoi est-ce que les opérateurs privés n'arrivent pas à faire des programmes qui deviennent des succès? Parce que notre écosystème de production est encore assez difficile à naviguer pour ceux-là qui sont intéressés à l'investissement dans l'immobilier et il n'est pas encore suffisamment attractif pour les investissements directs étrangers, notamment les grands groupes qui peuvent faire des projets d'envergure. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir produire et nous avons vu la particularité donc d'une part construire des logements, livrer des logements, mais aussi aménager des parcelles. Parce que, et c'est une activité dont on ne parle pas souvent. Parce que lorsqu'on fait le bilan, on fait nos bilans, on ne parle pas souvent des centaines de parcelles que nous vendons chaque mois et qui sont, on va dire, la plus grande activité de la SNI. En réalité, on vend plus de parcelles que de logements. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, dont il va falloir se souvenir à chaque fois qu'on nous posera la question de savoir combien est-ce que vous avez eu comme réalisation en termes de logement. À côté des logements, nous avons aussi des parcelles que nous vendons chaque jour, pratiquement, et qui constituent le gros de notre activité. Vous pouvez donner un chiffre? Je ne vais pas m'avancer à donner un chiffre, mais je peux dire approximativement que nous sommes par année à peu près 500 parcelles vendues. D'accord. Monsieur le directeur général, vous ne parlez pas souvent des actions initiées à l'intérieur du pays. N'y a-t-il pas eu des logements à l'intérieur du pays? Bon, à l'intérieur du pays, c'est vrai qu'on donne l'impression que nous ne sommes pas présents à l'intérieur du pays, mais nous sommes présents. Nous avons même ici des vastes campagnes. On a simplement l'impression que nos campagnes sur l'intérieur du pays ne sont pas bien suivies et peut-être nous allons revoir ça avec nos équipes de com. Mais la SNI est bien présente dans les 9 provinces. Elle a des lotissements. Le programme 3808 logements nous a permis d'avoir des assises, de nouvelles assises, parce qu'on a toujours eu des assises à l'intérieur du pays, mais de nouvelles assises à l'intérieur du pays, notamment avec les différents lotissements qui ont été réalisés dans chaque capitale provinciale. Et donc, chaque année, nous vendons des parcelles à l'intérieur donc de ces lotissements-là. Et c'est vrai que c'est une activité dont on parle très peu, mais c'est une activité qui est en cours. Et c'est aussi l'occasion de le redire. La SNI est bien présente à l'intérieur du pays. Nous avons du côté des grandes villes comme Port-Gentil, OIM et Franceville, mais aussi bien d'autres capitales provinciales, beaucoup de nos compatriotes qui, par le biais donc des ventes en l'état, ont acquis des logements qui sont en train d'achever eux-mêmes. Nous avons aussi initié un certain nombre de travaux pour rendre ces logements, ces lotissements viables, notamment par la réalisation d'amener d'eau et d'électricité, ce qui est le cas sur Port-Gentil et Franceville. Et nous continuons donc à mener des efforts dans ce sens-là. Et donc la SNI est bel et bien présente à l'intérieur du pays. Vous avez lancé récemment le PAP, Programme d'accession accélérée à la propriété. Si l'on fait le bilan à mi-parcours de cette offre, monsieur le DG? Le PAP, le PAAP, nous avons appelé le PAP. Le PAP. Il y a eu une phase 1, donc le PAP 1. Nous sommes dans le PAP 2. Le PAP 2, c'est inspiré de la vision du chef de l'État, qui est traduite par le programme, le plan d'accélération de la transformation. Nous avons aussi emboîté le pas avec le programme accéléré d'accession à la propriété. C'est un programme qui présente la particularité d'alléger les conditions d'obtention d'un logement et ou d'une parcelle, d'alléger les temps
d'attente de la livraison de biens, parce que pour ce qui est des villas, par exemple, nous avons des délais de livraison compris entre 4 et 6 mois. Le PAP, c'est la matérialisation de la vision du plan d'accélération de la transformation, commencé par une phase pilote qui était le PAP 1. La phase PAP 1 est achevée. Nous avons permis à une centaine de nos compatriotes de devenir des propriétaires. D'aucuns ont commencé les constructions de leur villa. Et dans le PAP 2, nous avons voulu offrir à côté donc des parcelles aménagées, aussi des logements livrés clés en main, c'est-à-dire des logements finis, dans les lotissements où nous avions des logements qui étaient restés inachevés et qu'on pouvait qualifier d'abandonnés. Nous avons revalorisé, nous sommes en train de redonner vie à ces logements et aujourd'hui, nous avons quelques compatriotes qui ont commencé à les acquérir. Et comme vous pouvez l'imaginer, rien que nos villas témoins ont déjà été réservées par un certain nombre de nos compatriotes. Donc c'est pour vous dire l'engouement qu'il y a autour de ce programme. Et nous envisageons déjà la phase 3, la phase 4 et aussi la phase 5. Donc, il faut vous préparer vous-même à être un de nos clients parce que le PAP ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'accord, monsieur le directeur général. Mais les Gabonais reprochent à la SNI de ne pas avoir des coûts accessibles. Pourtant, vous êtes le véhicule spécialisé de l'État en matière de logement. Êtes-vous de cet avis? Les Gabonais ont raison lorsqu'ils disent que nos coûts sont un peu élevés. Mais on peut l'expliquer par la loi de l'offre et de la demande, mais aussi par la situation de l'écosystème de production du logement au Gabon. La SNI, aujourd'hui, ne navigue pas dans les mêmes eaux qu'elle naviguait il y a 10-20 ans. Il y a 10-20 ans, la SNI avait un certain nombre d'incentives, excusez d'employer cet anglicisme, mais je veux simplement dire que la SNI était accompagnée d'une certaine manière par l'État de façon beaucoup plus directe qu'elle ne l'est aujourd'hui. On avait le FNH qui nous permettait donc de faire des amenées d'eau et d'électricité dans nos nouveaux lotissements. Ça nous permettait d'aménager des parcelles, mais ça nous permettait aussi, pour le compte de nos clients, de structurer des modèles de bonification de loyer. C'est-à-dire, pour un loyer de 300 000, le FNH supportait peut-être la moitié, et donc le Gabonais était à même de pouvoir louer une maison à la SNI avec 100 ou 150 000. Ce mécanisme n'existe plus. Il y a les subventions directes de l'État aussi, que nous recevions beaucoup plus constamment, mais il y a un peu plus de 10 ans que la SNI n'est pas directement accompagnée par l'État. Donc, dans un tel environnement, nos financements viennent essentiellement des structures financières de la place. Et lorsqu'il faut donc produire, nous ayant l'obligation de rembourser, nous devons rester, on va dire, rentable et viable. Donc, ce que nous faisons pour que nos parcelles et nos logements restent accessibles, pas à la majorité, pas à la totalité des Gabonais, mais à une frange de la population qui est intéressée par nos biens, nous concédons une marge minimale bénéficiaire pour privilégier une acquisition à coût réduit de nos logements.
C'est-à-dire qu'un logement que nous devons vendre normalement à 60 millions, nous le vendons à 40 millions. Pour une entreprise privée, c'est presque impossible. C'est pas normal de faire ça ainsi. Mais nous avons une mission sociale. Nous sommes obligés de minimiser nos revenus, mais tout en restant économiquement viable, pour ne pas que l'entreprise en même temps essaie d'accommoder nos compatriotes, mais aussi qu'elle ne tombe pas dans une situation financière difficile. Donc, nous naviguons plus ou moins sur ce fil-là qui certes peut être critiqué, mais les critiques, si on les explique, sont tout à fait compréhensibles. Nous comprenons, parce que nous sommes aussi, même si nous sommes en charge de la gestion de ces structures, nous sommes d'abord des humains. Nous avons des parents, nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin eux-mêmes de logement. Nous avons des amis, des parents, des connaissances. Et entre Gabonais, on se parle. On comprend que un certain nombre de compatriotes auraient voulu que nos logements reviennent moins chers, mais nous faisons un effort sur chacun de nos programmes pour maintenir les coûts à un certain niveau, au niveau moins toxique. Mais il faut aussi que je précise que le logement, pour qu'il devienne accessible, il doit être accompagné d'un mécanisme de réduction de coûts. Ces mécanismes qui existaient et qui n'existent plus doivent être remis en place pour que le logement redevienne accessible. Parce que même pour les opérateurs privés, si un opérateur privé, vous avez certainement observé que on a eu des observateurs qui se sont essayés dans le logement au Gabon, et pour la plupart, ils se sont ils se sont cognés la tête parce que l'environnement est difficile à naviguer. Il faut vraiment être une société d'État comme la SNI, qui est, d'une façon directe ou indirecte, bénéficie d'un certain héritage qui lui permet de survivre, mais nos coûts restent, on va dire, sociaux, au sens figuré du terme, parce que pour parler du logement social, il faut que l'État subventionne directement l'acquéreur ou que l'État subventionne l'entreprise qui fait ou met en place un certain nombre de conditions qui permettent de minimiser les coûts de production, notamment des exonérations et tout autre mécanisme qui pourrait accompagner et faire baisser donc les charges de production. Nous avons donc la mission de rester accessible à nos clients et c'est ce que nous nous efforçons de faire chaque programme. Monsieur le directeur général, tout à l'heure, vous avez sorti un mot héritage. Alors, nous savons que l'ASNI est héritière des cités Alhambra. Parlez-nous un peu de ces cités, à qui sont-elles destinées? Alhambra, c'est un merveilleux programme qui malheureusement a connu de fortunes diverses et qui est devenu, on peut dire, problématique aujourd'hui. Mais le projet, au départ, était conçu pour être un modèle réplicable sur d'autres sites au bénéfice de nos populations. Le président de la République a voulu doter les Gabonais d'un espace de vie agréable et qui avait la particularité d'être surtout un lotissement de type social, purement.
il y a eu quelques difficultés dans les modes d'occupation. Un certain nombre de compatriotes, par des mécanismes de voie des réseaux sociaux, ont ouï dire que les logements étaient gratuits, donc ils les ont occupés. Et aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été ceux de l'État pour doter donc nos compatriotes d'une belle cité, la confusion qui s'est installée par la suite a fait que les logements se sont dégradés très rapidement et nous avons été mandatés, donc la SNI, cette année pour essayer de mettre de l'ordre à l'Ambra. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons commencé à faire, parce que il n'est pas ça ne profite à personne que la cité à l'Ambra se dégrade davantage, et l'État a quand même investi un certain nombre de ressources pour faire vivre cette cité. Nous avons l'expérience qu'il faut pour gérer convenablement les cités, et c'est ce que nous allons faire. Nous avons commencé dans un premier temps par des échanges avec les occupants actuels, et nous avons continué avec le recensement de tous les occupants et l'analyse de la situation d'occupation, parce qu'il y en a qui ont eu des contrats avec soit le ministère, soit la SNLS et soit le CTH. Nous voulons savoir qui est qui et qui habite comment à l'Ambra. La prochaine étape va être, si vous allez du côté d'Alhambra, vous verrez que nous venons à peine d'installer des bureaux dans Alhambra. C'est-à-dire la SNI est venue pour s'installer à Alhambra et s'assurer qu'Alhambra devienne un espace de vie agréable. Et je pense que c'est un effort qui est à notre portée. Nous avons l'expérience et nous allons continuer donc à mener les efforts qu'il faut pour faire vivre la structure. Et parmi on va clôturer, monsieur le directeur général, avec les perspectives. Les perspectives pour la suite, c'est maintenir le cap. Nous avons le PAP 2, nous allons continuer avec le PAP 3, PAP 4 et certainement le PAP 5. Nous avons aussi dans notre portefeuille un certain nombre de projets que nous allons dérouler dans les mois qui vont suivre. Nous avons voulu que l'offre devienne plus importante, et nous avons vu que le marché nous fait, que les clients nous font de plus en plus confiance. Ça nous met en situation donc d'espérer que les lendemains vont être meilleurs et la SNI va continuer à remplir sa mission de façon convenable. Monsieur Herman Kamono-Mono, Radio Gabon vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SNI, Société nationale immobilière. Merci également à vous, chers auditeurs. Ainsi s'achève donc ce programme réalisé par Wilfried Nzon. Je suis Greta Matinda. Merci. À bientôt.